Elle est si proche. Depuis des milliers d'années, sa présence nous réconforte. Elle est un repère pour ceux qui voyagent la nuit. Elle permet aux agriculteurs de mesurer le temps et aux navigateurs de se repérer en pleine mer. Dans certaines cultures, on la prenait même pour un dieu. C'est le seul astre cosmique que l'homme ait pu explorer. Et aujourd'hui, la NASA envisage d'y installer une base permanente. Mais d'où vient-elle? Comment expliquer l'existence de la Lune? La réponse est plus étonnante que tout ce qu'on avait imaginé jusqu'à présent. Selon le dernier recensement, il y a plus de 150 lunes dans notre système solaire. Neptune en compte 13. Saturne, 48. Et Jupiter, 62. La Terre, quant à elle, n'en a qu'une. Mais elle est bien particulière. Celle que les Romains appelaient Luna est remarquable par sa taille. Ce n'est pas la plus grande lune du système solaire. D'autres, comme Titan, qui tourne autour de Saturne, fait 2 fois la taille de notre satellite. Mais si l'on compare les satellites avec la planète à laquelle elles appartiennent, alors notre Lune est bien la plus vaste. Elle n'est que 4 fois plus petite que la Terre, ce qui veut dire que c'est un grand satellite. Si on observait la Terre avec un télescope, on verrait cette grosse sphère juste à côté. Quand on regarde Jupiter, ou n'importe quelle autre planète, on voit une grande sphère et une série de toutes petites lunes. La nôtre est beaucoup plus grosse. Des 8 planètes du système solaire, la Terre est la seule qui ait cette configuration. Les 2 astres ont des tailles relativement similaires à l'échelle du cosmos. Certains astronomes sont allés jusqu'à parler du système Terre-Lune comme d'un système binaire ou même d'une planète double. La distance qui sépare la Terre de la Lune est de 384 400 km, ce qui correspond à un voyage de 3 jours dans l'espace. Le diamètre de la Lune est de 3474 km, soit environ un quart de celui de la Terre. Un jour lunaire correspond à 27,3 jours terriens. Cette durée s'explique du fait que la Lune est toujours tournée du même côté vers la Terre. On ne peut en voir qu'une seule face. Donc la Lune doit effectuer le tour de la Terre pour accomplir une rotation complète sur son axe. De même que les enfants, quand ils font une ronde, regardent toujours vers le centre et tournent en formant un cercle. Cependant, bien que la Lune et la Terre soient étroitement liées l'une à l'autre, un simple voyage sur notre satellite nous permet de découvrir un monde bien différent du nôtre. Un monde particulièrement dangereux. Comme il n'y a pas d'air, il faut porter une combinaison. En effet, la Lune n'a pas du tout d'atmosphère. Le son ne peut donc se transporter. Si vous vous trouvez sur la Lune avec un ami et que vous voulez lui parler, il ne vous entendra pas, à moins d'utiliser une radio. 5,
L'absence d'atmosphère signifie également qu'il n'y a pas de molécules d'air pour diviser le spectre de lumière du Soleil. Le ciel est donc toujours noir. Et le paysage ne contribue pas vraiment à égayer l'ambiance. C'est un peu monochrome comme paysage. Il n'y a guère de couleurs. Les rochers sont dans des teintes grises ou marron. Il y a des tons un peu plus chauds sur la face exposée au soleil et plus froids sur l'autre face, mais dans l'ensemble, c'est plutôt gris. On ne peut pas dire que ce soit coloré. Des températures extrêmes rendent la surface lunaire d'autant plus inhospitalière. Le passage du chaud au froid est particulièrement brutal. Pouvant atteindre 132 degrés au-dessus de zéro à midi, la température chute à 151 degrés en dessous de zéro dès que la nuit tombe. Même la force gravitationnelle de la Lune, pourtant 6 fois inférieure à celle de la Terre, représente un risque. Les astronautes de la mission Apollo devaient y être attentifs lors de leur sortie sur le sol lunaire. Ils savaient que derrière leur visière et autour de leur combinaison spatiale rôdait la mort. Si par un geste malencontreux, ils avaient perdu l'équilibre et qu'ils étaient tombés la tête la première sur un affleurement, ils auraient pu fêler leur visière et être alors exposés au vide lunaire. Un sacré problème. La combinaison protège les astronautes du vide spatial, de l'absence d'oxygène, des températures extrêmes et des radiations solaires mortelles. Mais elle ne peut rien contre les micrométéorites qui traversent l'espace à grande vitesse. Elles viennent fréquemment s'écraser sur la surface de la Lune. Ce sont de petites météorites. Elles s'enflamment en entrant dans notre atmosphère et forment des étoiles filantes. Sur la Lune, elles foncent à toute vitesse et viennent heurter la surface. Elles pulvérisent la surface lunaire et créent une couche de poussière que l'on appelle le régolithe. Le docteur Amanda Hendricks étudie la Lune au Jet Propulsion Laboratory de la NASA. Cette usine est une sorte de fabrique de régolithe. C'est de la roche broyée, rien de plus. Avec ce broyeur, le processus est beaucoup plus rapide. La pierre est broyée en moins d'1 heure. Sur la Lune, des météorites et des micrométéorites ont bombardé la surface pendant 4 milliards d'années et viennent briser la roche. Le régolithe lunaire est semblable à ce qui sort du broyeur. Il est composé de pierres plus ou moins grandes et de fines poussières. Cette poussière très fine est connue de tous. On a vu les empreintes de pas des astronautes dans la poussière lors de la mission Apollo. Elle est tellement fine qu'elle causait de sérieux désagréments aux astronautes. Elle collait à leur combinaison, elle s'introduisait dans les équipements. Ça devenait un réel problème. De très grandes météorites ont aussi percuté la Lune par le passé. Ce sont ces impacts qui sont à l'origine des taches circulaires et sombres. Beaucoup de gens trouvent qu'elles ressemblent aux yeux, au nez et à la bouche d'un visage humain. Ce sont elles qui ont longtemps fait penser qu'il y avait quelqu'un sur la Lune. Les météorites ont creusé de gigantesques bassins à la surface de notre satellite. Certains d'entre eux font plus de 1120 km de diamètre. On pense que la lave noire est remontée à la surface au niveau du point d'impact et a inondé les bassins. Aujourd'hui, on appelle ces zones sombres des marias.
le mot latin pour mer. Cette dénomination remonte au XVIIe siècle, lorsque les grands observateurs de la Renaissance avaient les yeux rivés sur notre satellite. Ils avaient émis l'hypothèse que ces zones sombres puissent être des océans. Les astronomes de l'époque ont alors affublé les cratères ou les mers de noms pour le moins saugrenus. Les mers portent des noms de phénomènes terrestres que l'on attribuait à la Lune. Donc vous avez la mer des tempêtes, la mer des crises, la mer de la tranquillité, et ainsi de suite. Certains cratères plus récents sont moins touchés par l'érosion. Leur forme est plus nette. L'un de ces bassins est appelé la mer orientale. Il mesure 965 km de diamètre. L'impact qui est à son origine était si puissant et direct que le bassin ressemble au centre d'une cible. Cette cicatrice de la mer orientale ressemble à l'impact d'une balle dans une vitre. Des cercles et des fêlures rayonnent autour du trou. Certains disent que si les cratères avaient été sur la face orientée vers la Terre, la mythologie concernant la Lune aurait été très différente. Nous aurions eu un gigantesque œil au-dessus de nous. Des montagnes, réparties sur 3 cercles concentriques, entourent la mer orientale. Certains sommets culminent à plusieurs milliers de mètres. Ils ont tous été créés à la suite d'un impact de la météorite. Les chaînes de montagnes terrestres sont pour la plupart le résultat du mouvement des plaques continentales. Elles se pressent lentement les unes contre les autres. Des montagnes s'élèvent au point de contact, l'érosion fait son office et on obtient les paysages spectaculaires que nous connaissons. Sur la Lune, il n'y a pas de plaque tectonique. La surface est statique. Pourtant, il y a bien des montagnes sur la Lune. C'est qu'elles se sont formées quand les grandes météorites se sont écrasées. Ce fut une explosion gigantesque qui a laissé un trou énorme. Toute la matière qui se trouvait là a été propulsée vers l'extérieur. C'est ainsi que se sont formées les chaînes de montagnes autour des points d'impact. Ces paysages sont donc créés par des forces venant de l'extérieur et non de l'intérieur. Un autre cratère d'impact bien plus petit que la mer orientale, mais tout aussi spectaculaire, est connu sous le nom de cratère Tycho. Il tient son nom d'un célèbre astronome danois du XVIIe siècle. Le dessin de l'impact se trouve sur le quart sud-ouest de la face visible de la Lune. Il se trouve dans une zone très éclairée, on peut presque le voir à l'œil nu. Quand cette explosion a eu lieu, de la poussière blanche a été projetée, comme pour les autres cratères. On dirait des rayons qui émanent de l'impact. C'est vraiment frappant. Ces rayons de poussière s'étendent sur plus de 1400 km autour du cratère de Tycho. Une montagne de débris s'élève au centre du cratère. Le mouvement de recul de la météorite après l'impact a créé ce relief. Les matériaux compressés au centre du cratère ont été éjectés vers l'extérieur après que la météorite ait ricoché ou bien se soit désintégrée. En voyageant dans l'espace et à l'aide de télescopes sophistiqués, on voit des marques spécifiques sur la Lune. Mais bien avant que l'on dispose de ces moyens techniques, l'observation de la Lune était d'une importance vitale pour les habitants de la Terre. Depuis plus de 1400 ans, on considère la Lune comme une source de lumière, comme un guide pour la navigation, comme un point de référence pour les activités agricoles et avant tout, comme un calendrier naturel. Avant l'invention des systèmes modernes, mesurer le temps n'était pas une tâche aisée.
Il n'existait que deux moyens. Il fallait soit s'en remettre au Soleil, soit à la Lune. Pour pouvoir déterminer la date en utilisant un calendrier solaire, comme nous le faisons aujourd'hui, avec 365 jours par an, il faut consigner chacune de ces journées. Ce n'est pas une tâche mince. Comparons maintenant avec un calendrier lunaire. Tout le monde peut dire que la Lune est pleine ou bien nouvelle. Quand vous ne la voyez pas, c'est que c'est la nouvelle Lune. Et si vous l'apercevez, c'est la pleine Lune. Ce n'est pas compliqué. Il y a entre 28 et 29 jours dans un cycle lunaire. C'est plus simple de les compter. Dans la plupart des sociétés, on a d'abord utilisé des calendriers lunaires. Autrefois, les observateurs se sont aperçus que notre voisine avait une influence physique sur la Terre. Elle est à l'origine du phénomène des marées. Imaginons que cette balle de tennis représente la Lune et ce ballon de football la Terre. Les marées sont provoquées par l'attraction gravitationnelle de la Lune. On le voit nettement ici. La Lune attire l'eau de la Terre vers elle. C'est ce qui crée le léger renflement dans la direction de la Lune. Ce qui est moins évident, c'est qu'il y en a un aussi dans la direction opposée à la Lune. Donc, il y a deux marées hautes chaque jour. L'autre marée haute est provoquée par la force centrifuge de la Terre. La Terre et la Lune sont toutes les deux en rotation. C'est cette force qui pousse l'eau se trouvant de l'autre côté à aller vers l'extérieur. Pour illustrer la différence entre marée haute et marée basse, il suffit de se rendre dans la baie de Fundy, le long des côtes canadiennes. L'amplitude de la marée est très importante. Le niveau de l'eau peut baisser de presque 17 mètres. Pour certaines espèces, le flux et le reflux de l'océan créent des abris très utiles. Mais la gravitation exercée par la Lune sur la Terre a surtout pour effet de permettre à toutes les formes de vie terrestre d'exister. Elle stabilise le climat terrestre. Sa force gravitationnelle maintient l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre. C'est cette inclinaison qui assure le maintien du cycle des saisons pendant que notre planète, la Terre, tourne autour du Soleil. Si nous n'avions pas la Lune, ou si elle était plus petite par exemple, nous pouvons mathématiquement prouver que l'inclinaison de notre pôle Nord serait largement modifiée. Sur un plan allant de 0 à 90 degrés, l'inclinaison de l'axe terrestre est de 23,5 degrés. Il changerait de façon anarchique. La Lune joue un rôle important dans la stabilité de l'axe de rotation de notre planète et par conséquent sur notre climat. Au fil des millénaires, l'imposante présence de la Lune dans le ciel a poussé les hommes à s'interroger sur son origine. D'où vient la Lune? Comment expliquer sa formation? En 455 avant Jésus-Christ, l'érudit grec Anaxagoras a émis une théorie. La Lune serait simplement un rocher qui se serait détaché de la Terre. Cela dit, la plupart de ses contemporains étaient convaincus que la Lune était un dieu, ou bien une grande boule de feu. La théorie d'Anaxagoras n'est pas convaincante. On continue à s'interroger sur l'origine de la Lune, mais jusqu'au XVIIe siècle, on ne disposait d'aucune information intéressante. C'est en 1609 que l'astronome italien Galilée pointe l'un des premiers télescopes sur la Lune et découvre un tout nouveau paysage. Le sol d'un autre monde. Lorsque vous regardez la Lune avec un télescope, elle est très différente de ce que l'on voit à l'œil nu. Vous vous apercevez alors qu'elle n'a plus du tout l'air plate. On voit nettement sa courbure. Vous pouvez voir les ombres et tous les cratères que l'œil humain ne distingue pas. Cela ressemble vraiment à un nouveau monde et ça saute aux yeux quand on le voit en 3 dimensions.
Galilée produit des dessins détaillés de la surface du petit astre. Il établit une fois pour toutes que la Lune est un corps solide et pas un dieu ni une boule de feu. Mais ce pionnier de l'astronomie n'a jamais exposé publiquement ses théories sur l'origine de la Lune. Très vite, il a concentré ses recherches sur d'autres planètes. Ce n'est qu'en 1873 que la première théorie sur l'origine de la Lune, basée sur des preuves scientifiques, est exposée au public. Elle voit le jour dans l'esprit fertile d'un astronome français, Édouard Roche. Roche revendiquait ce que l'on appelle la théorie de la coaccrétion. En gros, elle dit que la Terre et la Lune se sont formées en même temps, à partir des mêmes matériaux. À l'époque d'Édouard Roche, beaucoup de scientifiques commençaient à croire que les planètes s'étaient peut-être formées à partir de nuages de gaz chauds et denses. Ces nuages se sont densifiés et ils ont refroidi. En se condensant, des cercles de gaz se seraient formés et dissociés. Donc, il y a plusieurs anneaux de gaz, comme des cercles concentriques. Ensuite, ces anneaux ont probablement continué à se solidifier pour former les planètes. Roche considérait la Terre et la Lune comme un système solaire miniature. Il pensait que la Terre était une boule de gaz qui s'était refroidie. Elle se serait ensuite contractée en répandant un cercle de gaz qui se serait mélangé pour former la Lune. Mais cette théorie pose problème. Tout d'abord, la Lune a une teneur en fer beaucoup moins importante que la Terre. Si ces deux astres sont issus des mêmes matériaux, leur composition devrait être la même. Mais ce n'est pas le cas. Cette contradiction et d'autres incohérences amènent une équipe d'astronomes à chercher de nouvelles idées pour expliquer l'existence de la Lune. Dans le dernier tiers du XIXe siècle, des théories plus élaborées voient le jour. En 1873, le scientifique français Édouard Roche explique que la Lune a pu se former à côté de la Terre. Elles seraient toutes les deux issues d'une seule et même nébuleuse de particules et de gaz. Mais cette théorie pose un problème fondamental. La Lune contient beaucoup moins de fer que la Terre. Elle est donc bien moins dense. Ce dont il faut se souvenir à propos de la Lune et de sa composition, c'est qu'elle ne dispose pas d'un noyau de fer comme la Terre. Dans la Terre, il y a une immense zone, à peu près la moitié du volume intérieur de la planète, qui est composée de fer et de ferro-nickel. Ce métal est venu se regrouper au centre de la Terre lorsque sa température était très élevée, au commencement. La Lune, elle, ressemble plus à un bloc de roche. Au départ, les scientifiques avaient établi la masse de la Lune grâce à leurs observations et aux mathématiques. Si la Lune est formée des mêmes matériaux que la Terre, la quantité de fer devrait être la même. C'est le seul point de sa théorie qu'Édouard Roche ne peut expliquer. Mais une autre idée, proche de l'hypothèse de la coaccrétion, est proposée. En 1878, George Darwin expose sa théorie de la fission pour expliquer l'origine de la Lune. Son idée suscite l'intérêt en partie à cause de la renommée de son père. Il est le fils de Charles Darwin, l'auteur de l'origine des espèces. Mais George parvient à sortir de l'ombre de son père. Dans toute l'Angleterre, on le considère comme le grand spécialiste des marées. Grâce à une analyse poussée de la relation entre la Lune et les marées, il conclut que la Lune s'écarte petit à petit de la Terre. On ne l'avait pas prouvé jusqu'à ce que les astronautes se rendent sur la Lune 95 ans plus tard. Ils ont placé de petits miroirs sur le sol lunaire. On a ensuite envoyé un laser qui se reflétait dans le miroir. Dès que le laser revenait, on pouvait calculer la distance exacte entre les deux points.
et la distance augmente de 3,8 cm par an. Tous les ans, la Lune s'écarte d'un peu plus de la longueur d'un pouce. Si vous passez le film en vitesse accélérée, vous verrez la Lune qui s'écarte progressivement de la Terre. C'est ce que nous observons aujourd'hui. Darwin s'interroge sur ce qui se passerait si l'on inversait le processus, si l'on rembobinait le film. En remontant dans le temps, la Lune se rapproche. La vitesse de rotation de la Lune et de la Terre ne cesse d'augmenter. La suite logique serait que la Lune fusionne avec la Terre. Elle devrait la percuter. Darwin en conclut que lorsque la Terre était en fusion et qu'elle tournait rapidement sur elle-même, de la matière s'en est détachée. Elle s'est ensuite transformée pour finalement devenir notre Lune. Il entreprend aussitôt de calculer mathématiquement la trajectoire inverse de la Lune jusqu'au contact avec la Terre. Il est resté frustré. Il a réussi à calculer une position où elle se rejoignait presque, mais il n'a pas pu aller plus loin. Les mathématiques ne le lui permettaient pas. Il a remonté le mouvement jusqu'à une époque où la Lune était toute proche de la Terre. Elle en faisait le tour 5 ou 6 fois par jour. Elle tournait à toute vitesse, et la distance qui les séparait était d'environ 8000 km. Quoi qu'il en soit, les mathématiques n'ont pas permis à Darwin de faire entrer les deux astres en contact. Les scientifiques ont débattu sur l'hypothèse de la fission pendant des années. Ils ont finalement conclu que le mouvement relatif entre la Terre et la Lune ne pouvait pas être engendré par la fission. Il aurait fallu qu'elle ait une vitesse de rotation bien trop élevée pour expliquer sa vitesse actuelle. La recherche des origines de la Lune se poursuit. Une nouvelle hypothèse est très vite proposée par un Américain. En 1909, Thomas Jefferson Jackson C. est capitaine dans la marine américaine. Il est en poste à Mare Island, près de San Francisco. Son travail consiste officiellement à contrôler et conserver l'heure légale pour toute la côte ouest américaine. Mais C. est également un scientifique talentueux. Plus jeune, il a étudié l'astronomie. Ce fut l'un des premiers Américains à obtenir un doctorat en astronomie. Il est parti en Allemagne et il a passé une thèse dans ce domaine. À l'époque, on ignorait ce dont il s'agissait. Dans le domaine scientifique, les États-Unis n'étaient pas très actifs au XIXe siècle. C. dispose de l'observatoire de Mare Island et son travail de capitaine lui laisse tout le temps d'élaborer des théories. Il analyse longuement les hypothèses de la coaccrétion et de la fission sur l'origine de la Lune. Mais il n'est pas convaincu. Il développe une hypothèse complètement différente. Elle portera le nom de théorie de la capture. Selon lui, la Lune s'est formée loin de la Terre, dans une autre partie du système solaire. Elle tournait autour du Soleil comme les autres planètes. Elle serait passée trop près de la Terre et aurait été capturée par la gravitation terrestre. Son idée est qu'il y avait un milieu résistant dans l'espace. Mais aujourd'hui, nous savons qu'il n'y en a pas. C. ne parvient pas à expliquer exactement la nature de ce milieu résistant. Il s'agit probablement de petites particules de matière. Malgré tout, il est convaincu que celui-ci n'existe plus. Sa théorie pour expliquer la capture de la Lune est la suivante. Elle serait venue de l'espace en direction de la Terre. Elle serait entrée dans un milieu résistant, aurait ralenti, et enfin aurait fini par être capturée par l'attraction gravitationnelle de la Terre et aurait commencé par entrer en orbite autour d'elle. C'est un peu comme lorsqu'on fait du saut à l'élastique. On descend et puis on remonte, plus lentement. On redescend et on remonte encore plus lentement. Et finalement, on se stabilise en bas.
La théorie de la capture de Tomassi permet d'expliquer pourquoi la Terre et la Lune n'ont pas la même quantité de fer. Si la Lune s'est formée ailleurs, elle peut être très différente. D'un autre côté, l'idée que la gravitation terrestre puisse capturer un astre de cette taille semble peu probable, surtout lorsqu'on sait qu'il n'existe aucun milieu résistant pour ralentir un objet aussi grand que la Lune. Chacune des trois théories présente d'importantes incohérences. L'origine de la Lune est encore un mystère. Le 20 juillet 1969, des astronautes américains foulent pour la première fois le sol de la Lune. Ils posent leur module sur une plaine de lave solide, connue sous le nom de mer de la Tranquillité. Le pilote de la mission, Buzz Aldrin, décrit ce qu'il voit alors comme un magnifique paysage de désolation. Ils ont rapporté près de 22 kilos de roches et de poussière lunaire, aussi appelées régolithes. Au centre spatial Johnson, à Houston, les géologues attendent leur arrivée avec impatience. La tension était à son comble quand les prélèvements sont arrivés. C'était stupéfiant. Personne ne savait à quoi s'attendre. Tout de suite, on s'est rendu compte qu'il s'agissait de roches basaltiques, comme on en trouve à Hawaï. Ça ressemblait vraiment à ce qu'on trouve là-bas. Les géologues de la NASA sont particulièrement intrigués par une autre roche. Elle porte le nom de brèche. Cette roche s'est formée au moment de l'impact d'une météorite. Il faut imaginer une énorme météorite qui vient s'écraser sur la Lune. C'est un choc terrible. Des débris sont éjectés. Ils ont été arrachés du sol pour laisser la place à un cratère. Ils sont très nombreux sur la Lune. Les débris se mélangent avant d'atterrir autour du point d'impact. Ensuite, ils sont durcis par la chaleur qui se dégage du cratère et ils sont transformés en roches. On peut en voir de toutes sortes, c'est très chaotique. Ils sont tous de différentes tailles, de différentes formes. Toutes les roches qui sont aux alentours du point d'impact sont comme ça. On n'avait encore jamais rien vu de pareil sur la Terre. Ces roches lunaires portent en elles une histoire fascinante. Les roches et les échantillons de poussière contiennent des particules qui indiquent que la Lune a dû être couverte par un océan de lave après sa formation. Cette idée est renforcée par une autre découverte. Les blocs de roche manquent singulièrement de ce que les scientifiques appellent des éléments volatiles. Les éléments volatiles s'évaporent très facilement, donc ils disparaissent d'un rocher lorsque vous le chauffez. Il s'agit par exemple d'eau ou de potassium. Si vous comparez la majeure partie des roches terrestres avec les roches lunaires, vous vous apercevez que ces dernières sont complètement desséchées, comme si on les avait chauffées et qu'elles avaient perdu une grande partie de leurs éléments volatiles. Toutefois, les prélèvements de roches lunaires révèlent que la roche et le sol terrestre présentent au moins une similitude avec la surface lunaire. Prenons les isotopes des éléments individuels, comme l'oxygène en particulier. Il existe différentes formes d'oxygène. Eh bien, on retrouve sur la Lune les mêmes abondances isotopiques pour l'oxygène que sur la Terre. Toutes les roches analysées dans des météorites venues d'autres endroits du système solaire n'ont pas les mêmes abondances isotopiques. Ce qui veut dire que les matériaux lunaires et terrestres sont très similaires. Les prélèvements lunaires ont apporté de nombreuses informations concernant la géologie de la Lune. Mais les astronomes n'arrivent toujours pas à percer le mystère des origines de la Lune.
Pour William Hartmann, de l'Institut des sciences planétaires de Tucson, en Arizona, les informations récoltées sur ces morceaux de roches lunaires sont fondamentales. Pendant près d'une décennie, elles lui ont permis d'étayer de nouvelles théories. William Hartmann est aujourd'hui un astronome de renom. C'est aussi un peintre spécialisé dans les représentations de l'espace. Au début des années 60, il étudie à l'Université d'Arizona. Il prend part à un projet dont l'objectif est de créer une carte des cratères lunaires. Elle devra indiquer aussi bien les énormes bassins ou mers que les plus petits creux visibles. Quand on faisait cette carte dans les années 60, on s'est rendu compte que les grands bassins étaient des traces d'impact. D'énormes astéroïdes se sont écrasés sur la Lune et ont creusé ces cratères. Certains d'entre eux font plus de 950 km de diamètre. Et pour faire de tels dégâts, la météorite devait mesurer environ 160 km de diamètre. On en a donc conclu que de très grands objets se déplaçaient à travers le système solaire quand la Terre s'est formée et qu'ils venaient s'écraser sur les planètes. L'idée que des astéroïdes de 100 km de large viennent frapper des planètes soulève quelques questions pour Hartmann. Des objets de la taille de planètes sont-ils vraiment entrés en collision? Cela aurait-il quelque chose à voir avec la formation de la Lune? En 1972, Hartmann et Don Davis, un autre astronome de Tucson, mettent au point un programme pour les aider à explorer cette idée. Le programme tente de simuler le processus d'accrétion dans le système solaire de l'époque. Les astronomes veulent voir si d'autres planètes qui se seraient formées aux alentours de la Terre auraient pu entrer en collision avec elle. On se disait que si un autre corps céleste suffisamment grand était venu s'écraser sur la Terre et que les morceaux de la croûte terrestre et de cet astre avaient été projetés en orbite, tous ces débris auraient pu servir à la formation de la Lune. La simulation montre qu'une autre planète aurait pu se former dans la zone d'accrétion de la Terre. Une planète de la taille de Mars. Ce n'était pas la Lune. Cette planète est composée des mêmes éléments que la Terre et a donc le même pourcentage de métal et la même densité que la Terre. Ce n'est pas le cas de la Lune. Ces résultats permettent à Hartmann d'élaborer une quatrième et nouvelle hypothèse. Elle porte le nom de théorie de l'impact géant. En 1974, une nouvelle hypothèse expliquant les origines de la Lune voit le jour au sein de la communauté scientifique. Ceux qui l'ont élaborée l'ont nommée la théorie de l'impact géant. Le principe de cette théorie, c'est que 4,5 milliards d'années plus tôt, la Terre est entrée en collision avec un objet ayant à peu près la taille actuelle de la planète Mars. C'était un choc absolument énorme. C'est ce qui a entraîné la rotation de la Terre. C'est ce qui expliquerait que nos journées durent 24 heures. La collision était tellement brutale qu'une grande quantité de matière a été projetée en orbite autour de la Terre. Et on pense qu'ensuite elle se serait amalgamée pour former la Lune. Le docteur Robin Canup et d'autres scientifiques du Southwest Research Institute de Boulder ont développé un programme informatique pour étudier les détails de l'impact géant. Cela permet de diviser la Terre et la protoplanète qui l'a heurtée en différentes particules. L'évolution de chacune de celles-ci est ensuite observée tout au long de l'impact. Le simulateur donne une vue aérienne de l'impact sur un plan vertical. La Terre était probablement partiellement en fusion avant la collision. Donc initialement, l'autre astre arrivait de cette direction. Il a percuté la Terre sur le côté. On voit que cette deuxième planète s'est désagrégée pour former un long bras de matière. Le voilà. Les scientifiques pensent que les couches supérieures de la Terre sont complètement entrées en fusion après l'impact. La collision a provoqué la rotation de la Terre. Et on voit également qu'elle a changé la forme même de notre planète.
Au bout de quelques heures, ce bras de matière s'est à nouveau amalgamé sous l'effet de la force gravitationnelle, et il a formé deux grandes masses. La masse centrale est principalement composée de matériaux issus du centre de la deuxième planète. Donc, quand cette masse fusionne avec la Terre, comme on peut le voir ici, la grande majorité du métal qui se trouvait dans cette planète est emmagasiné par la Terre. La masse qui se trouve le plus à l'extérieur approche et passe tout près de la Terre. Sous l'effet de la gravitation terrestre, elle se désagrège en un long bras de matière qui va se briser et former ce disque. On suppose que cette matière s'est amalgamée pour former la Lune. Ce procédé se serait effectué en moins d'1 an après la collision. Il n'y a plus aucune trace de l'impact géant sur la Terre aujourd'hui. À cette époque, notre planète n'avait atteint que 90% de sa taille actuelle. Les 10% restants sont venus s'y ajouter par la suite. Ce sont des météorites plus petites qui se sont écrasées sur la Terre. La gravitation terrestre a elle aussi contribué à redonner sa forme à la planète. Après l'impact, en l'espace d'une journée, la Terre avait repris sa forme sphérique. Et tous les reliefs dus au choc se sont estompés. L'homme à l'origine de la théorie de l'impact géant a exposé son idée lors d'une conférence scientifique en 1974. Mais pendant près de 10 ans, personne ne s'y est intéressé. L'intérêt pour la Lune a brusquement chuté après la mission Apollo. Finalement, lors d'une conférence à Hawaï en 1984, 12 ans après le dernier envoi d'une fusée, les plus grands astronomes parviennent à un consensus. La théorie de l'impact géant est à ce jour l'explication la plus acceptable sur l'origine de la Lune. Il y a toujours des personnes qui disent que ça n'a pas été prouvé. C'est ce que moi j'appelle la théorie du défaut. Si vous lisez un manuel d'astronomie ou de géologie, vous y trouvez uniquement les théories qui ont été acceptées. Il y a toujours de petites divergences qu'il faut essayer d'expliquer, mais en général, ça fonctionne. Les scientifiques sont parvenus à s'entendre sur une théorie concernant l'origine de la Lune. Mais ils n'en ont pas pour autant fini d'étudier notre plus proche voisin cosmique. Depuis peu, la Maison-Blanche et la NASA envisagent de retourner sur notre satellite et d'y aménager une base permanente. Cela permettrait d'entraîner des astronautes à vivre dans l'espace pendant de longues périodes. Cela offrirait également un point de lancement pour d'éventuelles missions sur Mars. Mais des projets scientifiques d'une telle ampleur ne font pas partie du quotidien de la majorité des habitants de la Terre. Ils se contentent de regarder de temps en temps le disque brillant et hypnotisant dans la nuit noire. Toutes ces discussions au sujet d'océans de lave, de micrométéorites qui forment le régolithe et d'impacts géants ne pourront jamais amoindrir la fascination et le charme romantique que nous inspire notre mystérieuse voisine, la Lune.